Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, il est 8h33 après cette discussion animée, eh bien, lors de la revue de la presse et des médias israéliens. Et pour la première fois depuis plusieurs jours, Gaza n'est plus en une des principaux quotidiens israéliens. Cela ne veut pas dire que la tension est totalement retombée dans cette région. Les experts affirment que les 48 prochaines heures seront déterminantes et qu'à l'issue de ce délai, on devrait savoir si le Hamas aspire à un retour au calme ou bien si l'on se dirige vers une nouvelle confrontation militaire. Les observateurs, en tout cas, constatent que le nombre de départs de feu dans le pourtour de la bande de Gaza à l'aide de cerfs-volants ou de ballons incendiaires a baissé au cours des 24 dernières heures. Mais le Israël Hayom cite le chef de l'unité des cerfs-volants. Oui, le chef de l'unité des cerfs-volants, palestinien. C'est un titre un peu surnaturel. Mais ce chef-là donc affirme qu'il poursuivra les lancers des cerfs-volants ou de ballons incendiaires en direction du territoire israélien et qu'il n'est pas sous les ordres du Hamas. Une précision importante tout de même. Et à la question de savoir s'il faut partir en guerre à cause du terrorisme des cerfs-volants, Chaim Schlein répond dans le Israël Hayom d'une phrase forte: « Il est très dur d'accepter ce terrorisme des cerfs-volants, mais il est encore plus dur de regarder dans les yeux une mère qui vient de perdre son fils au combat. » Restons dans le Israël Hayom, qui consacre sa manchette au plan national pour l'encouragement au service militaire dans les unités combattantes. En hébreu, cela se résume en 3 mots, dont 2 ont la même racine. Akrav el akravim, al-akravim, le combat pour les combattants. Le journal explique que l'armée israélienne va prendre d'assaut dès la rentrée prochaine, la rentrée scolaire, donc du mois de septembre, les lycées, en particulier les classes de terminale, des soldats combattants, en particulier des aspirants du cours des officiers combattants de Tsahal seront invités à prendre la parole et à dialoguer avec les lycéens et des sportifs de haut niveau les entraîneront afin qu'ils aient les capacités physiques et morales, dirons-nous, de s'enrôler dans ces unités d'élite et unités combattantes de Tsahal. L'objectif au bout du compte est d'augmenter la motivation des jeunes à s'enrôler dans ces unités combattantes. En encadré, le Israël Hayom nous indique que le pourcentage des jeunes qui s'enrôlent dans Tsahal est le plus important dans la région la moins peuplée d'Israël, la Arava, entre la mer Morte et Eilat, où 100% des jeunes effectuent leur service militaire, alors qu'ils ne sont que 42% des jeunes habitants de Jérusalem à en faire de même, et 18% dans la ville orthodoxe de Bnei qui est donc peuplée d'une population qui refuse de servir dans Tsahal, dans sa majorité, on va dire. Les quotidiens israéliens ont bouclé leur édition avant que la Knesset ne vote cette fameuse loi dont nous venons de parler longuement avec le professeur Ilan Grel-Samer sur la nationalité, qui, comme je vous le disais donc en titre tout à l'heure, a été validée par 62 voix pour, 55 contre. Avant le vote de la loi, son initiateur, le député Likoud Avi Dichter, a affirmé que bien que la loi ne l'obligeait pas, il serait souhaitable qu'une majorité absolue des députés votent en sa faveur, et c'est donc ce qui s'est produit. Je vous rappelle que le texte définitif de cette loi parle d'Israël comme État-nation du peuple juif, de la terre d'Israël comme patrie historique du peuple juif. Selon cette loi, l'hébreu sera donc la seule langue officielle, et plus l'hébreu et l'arabe. Le drapeau bleu et blanc et l'hymne national seront des symboles du caractère juif de ce pays, et la clause numéro 7 qui évoquait à l'origine la nécessité de créer des localités réservées à la population juive a été nuancée, et Israël s'engagera selon la nouvelle terminologie à considérer la Hitiyashvut juive comme valeur suprême et à l'encourager. Mais les quotidiens israéliens nous rapportent qu'outre la loi sur la nationalité qui a suscité donc de très vifs débats au cours des dernières semaines, la Knesset a tenté de faire voter durant la dernière journée de sa session d'été, hier, avant de partir en vacances, donc plusieurs lois. Celui qui a provoqué la plus vive tension dans l'hémicycle, explique les quotidiens, était la loi qui a provoqué la plus vive tension dans l'hémicycle a été celle de la gestation par autrui, ce que l'on appelle en hébreu la Pundekaout, la loi pour la Pundekaout. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que Binyamin Netanyahou a voté contre l'autorisation pour un couple homosexuel masculin d'avoir un enfant par le GPA, et ce alors que le Premier ministre avait en début de semaine promis qu'il soutiendrait une telle démarche. Ce matin, en retombée de cette volte-face, le site Ynet, mais aussi l'ensemble des quotidiens, expliquent que la complexité, surtout le coût très élevé d'une GPA à l'étranger, en particulier dans des pays comme le Népal, qui est un pays très populaire pour les couples d'homosexuels israéliens qui souhaitent adopter des enfants. Or, tous n'ont pas les moyens d'investir des dizaines de milliers de shekels, voire même plus, dans cette longue et fastidieuse procédure. Et c'est la raison pour laquelle le mouvement LGTB
a décidé en Israël de lancer une protestation contre la position du Premier ministre et le fait que le Premier ministre n'ait pas voulu valider l'application de cette loi aux homosexuels masculins. Et donc, ils ont décidé, les lesbiennes et homosexuels israéliens, de lancer un mouvement de grève et de protestation. Ils ne se rendront pas dimanche au travail et c'est la première fois que la communauté gay, comme on l'appelle en Israël, la communauté des LGTB, eh bien, a lancé une telle initiative donc en Israël. Nous allons encore rester dans le cadre parlementaire, mais cette fois pour évoquer une affaire de harcèlement sexuel qui fait la manchette ce matin du Yediot Aharonot. Negia Asura, un geste interdit, titre le Yediot Aharonot, qui relate qu'un député, c'est assez peu connu du camp sioniste, Eitan Broshi, a touché le postérieur de l'une de ses collègues du même parti, la députée Narmias Varbin, lors d'une excursion parlementaire. Il y a quelques jours, la députée, choquée par un tel comportement, a exprimé immédiatement sa stupéfaction. Finalement, le député, qui dans un premier temps lui avait tourné le dos, lui a ensuite présenté ses excuses et elle les a accepté. Je pensais qu'il s'agissait d'un geste amical, a déclaré le député incriminé. Hier, les députés ont beaucoup parlé de cette affaire, plutôt embarrassante dans les couloirs du Parlement, même dans l'hémicycle. Et ce matin, Renarti Sror commente ce développement dans le Yediot Aharonot. Il n'y a pas de geste amical de ce type. Ce n'est pas un geste amical, c'est un geste imposé à une femme et c'est interdit. Et donc, après avoir commis sa faute, Eitan Broshi, le député, doit démissionner. S'il ne démissionne pas, ses camarades du camp sioniste doivent le pousser en dehors de la liste du parti. Le Yediot Aharonot nous tient au courant en première page ce matin de la campagne électorale municipale à Jérusalem. Et en titre, le journal explique qu'à défaut d'avoir obtenu le soutien du Likoud, le ministre de l'Environnement et de Jérusalem, Zeev Elkin, a décidé de se lancer dans la course à la mairie à la tête d'une liste indépendante. En fait, le journal explique que le Likoud a décidé d'annuler les élections primaires pour désigner qui sera son candidat à la mairie de la capitale. Et cette absence de soutien du Likoud, donc le parti de Zeev Elkin, risque de coûter cher à Elkin sur le plan au sens propre et peut-être même au sens figuré. On parle de plusieurs millions de shekels que le grand parti de droite aurait pu lui fournir comme budget de campagne. Toutefois, Zeev Elkin ne désespère pas d'obtenir au moins le soutien officiel du Premier ministre Binyamin Netanyahou, dont on sait il a été pendant de longues années le véritable bras droit au sein du gouvernement. Le Maariv nous indique ce matin que le ministre du Logement et le général de réserve Yoav Gallant étaient à Moscou durant le week-end dernier, alors que la tension sécuritaire avait grimpé dans le nord du pays. Il avait été invité dans la capitale russe par son ami, le milliardaire Rami Unger, pour assister à la finale de la Coupe du Monde entre la France et la Croatie. Et à cause du match, eh bien, le ministre a raté la réunion importante du cabinet restreint pour la sécurité nationale consacrée à la situation dans le pourtour de la bande de Gaza après le Shabbat extrêmement tendu qui s'y est produit face aux critiques. Et l'entourage du ministre affirme qu'il a obtenu pour ce déplacement le feu vert du conseiller juridique du gouvernement, comme l'exige la loi. Le Yediot Aharonot consacre une pleine page ce matin à la colère et à la protestation des parents des 10 jeunes de l'école préparatoire de Bnei Tzion qui ont péri dans l'inondation du Nahal Tzafit dans la Harava il y a 3 mois. Ils exigent la formation d'une commission d'enquête publique sur les circonstances de ce drame terrible et affirment que c'est l'arrogance des dirigeants de la Mechina qui a tué leurs enfants. Nous terminerons cette revue de la presse en mentionnant une initiative stupéfiante du Parlement autrichien qui vise à autoriser uniquement des juifs pratiquants autrichiens à consommer de la viande cachère dans ce pays. Il s'agit là d'une initiative d'un des députés du parti fasciste de la liberté autrichienne qui veut dresser pour cela, et c'est encore plus stupéfiant, une liste des familles juives autrichiennes qui sont Shomrei Mitzvot, une initiative qui provoque la colère de la communauté juive locale et qui devrait faire beaucoup de bruit en Europe dans les prochains jours et les prochaines semaines. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Il est 8h42 sur Studio Kalita. Une pause musicale et on se retrouve après avec David Shapira, guide historien, pour parler justement non pas de l'Autriche mais de la Hongrie, c'est pas loin, avec la visite en Israël de Viktor Orban, le Premier ministre hongrois. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.